Petrosi. Produire l'énergie d'une nation forte. Bonsoir à tous, bienvenue dans la Quotidienne Info, l'émission qui décrypte chaque soir du lundi au jeudi sur NCI les enjeux sociopolitiques qui rythment la Côte d'Ivoire. On ouvre comme toujours avec le Checkpoint, votre rubrique de vérification de l'information avec ce soir Alassane Rabo qui fait un tri nécessaire entre info, intox et manipulation. Ce soir encore une édition dense avec un invité qui ne mâche pas ses mots. L'invité de la Quotidienne est une figure majeure de la scène politique ivoirienne, acquitté par la CPI, revenu au pays en 2022. Il veut désormais écrire une nouvelle page de sa vie politique. Président du COJEP, il multiplie les tournées, les rencontres et les messages en faveur de la réconciliation nationale, tout en affirmant son ambition pour la Côte d'Ivoire. À l'heure où les alliances bougent, où les jeunes sont de plus en plus mobilisés et où les grands partis affûtent leur stratégie pour les législatives au lendemain de la présidentielle de 2025, quelle place entend-il occuper? Charles Blé Goudé est l'invité de la Quotidienne Info. Ce soir, exceptionnellement, pas de grand duel, je serai tout de même en plateau en compagnie d'Alamine Fofana, consultant politiste qui va nous rejoindre en plateau, et évidemment Alassane Rabo qui lui aussi va nous rejoindre, mais avant, il a la lourde charge de faire le tri entre les infos et les infox. Tout de suite, le Checkpoint. Bonsoir Ali, bonsoir à tous. Jeune Afrique a-t-il écrit qu'Abidjan envoie des armes aux groupes armés terroristes? Voilà la publication Facebook qui tente de le faire croire. Elle montre une image du magazine Jeune Afrique sur l'envoi par Abidjan des armes aux terroristes à la frontière nord. Mise en ligne le 1er novembre 2025, le poste affiche un soldat à l'arrière d'un pick-up avec une arme. Cette image est manipulée, bien évidemment, et je vais bien sûr vous montrer comment. Nos confrères d'Ivoire Check, qui nous ont précédés dans le fact-checking, ont contacté l'auteur du poste lui-même pour avoir sa source. Celui-ci n'a pas réagi. Alors, par une recherche d'images inversées avec l'outil Being, nous avons retrouvé cette publication Facebook. Elle a été mise en ligne le 2 novembre 2025 avec la description « Côte d'Ivoire, Burkina Faso, ce que l'on sait des derniers incidents à la frontière ». On voit clairement que certains mots ont été ajoutés, notamment Abidjan envoie des armes aux terroristes. La photo est aussi en illustration de cet article que vous apercevez justement à l'antenne, publié le 31 octobre 2025. Et la légende que vous pouvez lire justement indique qu'il s'agit d'une patrouille de soldats ivoiriens à tout bord, à la frontière avec le Burkina Faso, le 9 octobre 2025. L'information d'ailleurs est corroborée un peu partout. Ceci est bel et bien une manipulation. Et pour finir ce checkpoint, n'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire, la diffusion et la publication de fausses nouvelles sont punies par la loi. Une amende de 300 000 à 500 000 francs et 1 à 3 ans de prison. Alors soyez prudents et responsables, surtout à l'approche de ces élections législatives. Merci Alassane Rabo pour ce checkpoint. Merci également de nous rejoindre sur le plateau de la Quotidienne Info pour décrypter l'actualité avec notre invité. Alamine Fofana est déjà en plateau. Bonsoir et bienvenue Alamine. Bonsoir Ali. Tout va bien? Super bien. Merci beaucoup. Comme indiqué l'invité de la Quotidienne depuis quelques mois, la vie politique ivoirienne avance par secousses, par accélération soudaine, par coups de théâtre qui rebattent les cartes du jour au lendemain. Une présidentielle qui a laissé derrière elle des promesses, des frustrations et des récalibrages immédiats. Une opposition qui cherche ses marques, parfois dans la cohérence, parfois dans le chaos. Une majorité qui veut sécuriser évidemment son avance avant même que les débats ne retombent. Et au milieu, un pays qui observe, analyse et s'interroge. Où va la Côte d'Ivoire? Car à peine les résultats de la présidentielle validés que l'enjeu a basculé ailleurs. Les législatives, avec leur lot d'arbitrage des candidatures, de sanctions, de désistements et de candidatures surprises. Une bataille où chaque parti joue sa survie, sa crédibilité ou son renouveau. Rien n'est figé, rien n'est certain. Tout peut basculer. Et dans ce paysage, justement, en recomposition permanente, certains acteurs choisissent le silence, d'autres les alliances discrètes. Et puis il y a ceux qui assument leur présence, qui veulent peser, qui revendiquent leur voix. Parmi eux, Charles Blé Goudé, président du COJEP, acteur singulier, voix parfois inattendue, souvent incomprise, assurément tranchante et toujours observée. Comment lit-il cette séquence politique faite de rupture, de calcul, de recomposition et de coup d'État? Comment se positionne-t-il entre ambition personnelle, message générationnel et stratégie nationale? Charles Blé Goudé est l'invité de la Quotidienne. Monsieur le Président du COJEP, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Merci beaucoup. Alassane Rabo, tout va bien? Très bien Ali. Merci beaucoup. Monsieur le Président, avant d'ouvrir cet entretien avec vous, je vous propose de voir ce sujet dans ce qu'on appelle, dans ce qu'il est convenu d'appeler ici, la grande actu.
Né le 1er janvier 1972 à Niaprayo, dans la région du Go, Charles Blé Goudé fait sa classe au sein de la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, où il a été le secrétaire général. En 2001, il crée le COGEP, mouvement qui se déclare en lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Au plus fort de la crise militaro-politique de 2002, il devient le leader de la Galaxie patriotique, qui a soutenu le pouvoir dirigé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Au lendemain de la crise post-électorale de 2011, Charles Blé Goudé sera poursuivi par la justice internationale pour crimes contre l'humanité, où il sera jugé avec son mentor, l'ex-président Laurent Gbagbo. Acquitté en 2019, il va finalement regagner sa terre natale en novembre 2022. Quelques années plus tôt, en 2019, son mouvement politique, le COGEP, se transforme en parti politique et devient le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Le deuxième congrès du parti, qui marqua également l'an 1 de son leader en Côte d'Ivoire, donnera le ton de sa trajectoire politique. À la faveur de l'élection présidentielle du 25 octobre dernier, Charles Blé Goudé et le COGEP s'étaient rangés du côté de la candidate Simone Yves Gbagbo. Du même temps, il avait aussi soutenu la candidature de Awa Dombello, un autre proche sorti du sillage du président Laurent Gbagbo. Et pour les prochaines législatives en décembre, c'est une vingtaine de candidats désignés par le parti qui sont dans la course. Notons que ces différentes candidatures sont sous la bannière indépendant, car le COGEP n'a toujours pas reçu son récépissé portant reconnaissance officielle du parti par le ministère de l'Intérieur. Autre actualité du parti, sa sortie de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI, ce 24 novembre. Ce départ, selon le communiqué, marque l'aboutissement d'un processus entamé lors de la convention du parti, tenue le 4 octobre 2025 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, au cours de laquelle le COGEP avait déjà décidé de suspendre sa participation aux activités de la CAPCI. Bien que toujours sur le coup d'une condamnation, Charles Blé Goudé affirme vouloir contribuer à l'édification de son pays jusqu'au plus haut sommet de l'État. Charles Blé Goudé, depuis la présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, c'est votre première apparition sur un plateau de télévision, me semble-t-il. Ce n'est pas faux. C'est bien cela. Ce matin, on s'est réveillé avec un communiqué du COGEP annonçant le retrait de votre parti, adressé justement à la conférence des présidents de la coalition que vous avez mise en place ensemble avec d'autres partis politiques ivoiriens, appelée Cap Côte d'Ivoire. Pourquoi cette décision de vous retirer? Merci, Ali. Merci à tous les Ivoiriens. Bonsoir. L'ex-première dame Simone Yves Gbagbo, présidente du MGC, a pris son temps pour d'abord concevoir dans son esprit une coalition devant regrouper plusieurs partis politiques pour obtenir la réforme du système électoral, la révision de la liste électorale, la réinscription sur la liste électorale des personnalités que vous connaissez déjà, dont moi-même, radié de la liste. Nous n'avons pas pu obtenir gain de cause. Vous savez, un homme, il fait des choix qui peuvent se solder par un succès, tout comme aussi par un échec. Le plus important, c'est d'assumer les conséquences de ces choix. Nous en avons assumé les nôtres. L'objet n'existant plus, parce que la présidentielle est derrière nous, nous avons estimé que nous n'avions plus notre présence là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de nous employer à implanter notre parti, géographiquement aussi, mais aussi dans l'esprit des Ivoiriens. Ce que l'on retient, c'est que c'était une coalition électoraliste. Non. Ou à des fins électoralistes. Non. Pourquoi? C'était une coalition à des fins non électoralistes. Expliquez-nous pourquoi. Vous comprenez bien pourquoi. Parce que le MGC avait déjà désigné Mme Simone Yves Gbagbo comme candidate. Le PDCI-RDA avait désigné M. Tidiane Thiam comme candidat. Le Front populaire ivoirien avait désigné M. Afin Guessan comme candidat, ainsi de suite. Vous voyez, pour éviter les couacs, de ne pas gêner les formations politiques, il fallait un minimum sur lequel on puisse s'attendre. C'était les revendications que nous portions. En général, avant de quitter une coalition comme vous l'avez fait, on fait le bilan de ce que l'on a fait ensemble depuis la naissance de cette coalition jusqu'à l'élection présidentielle. Est-ce que ce bilan a été fait? En tout cas, moi, je l'ai fait. On ne pouvait pas je veux parler de bilan de façon collégiale. Mais oui, j'arrive, Ali.
On ne pouvait pas le faire de manière collégiale, d'autant plus qu'on n'a pas pu arriver à la ligne d'arrivée ensemble. En cours de route, certains partis politiques sont allés adhérer au Front commun. Il y avait de l'eau dans le gaz Je ne depuis peux un pas moment. m'exprimer ainsi. Moi, je respecte toujours le choix qu'ont les autres Oui, mais de chercher leur chemin. il faut décrire les choses avec les mots qu'il faut. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne le dirai peut-être pas comme vous voulez, mais je vous dirai ce qui s'est passé, selon mes mots. Bien sûr, dites-nous. Alors je dis donc que certains partis politiques ont estimé à un moment donné qu'ils devaient appartenir au Front commun. Ils y sont allés, nous pas. Aujourd'hui, la présidentielle est derrière nous. Moi, j'estime que quand vous ne regardez plus dans la même direction, soyez honnête. Mais c'est ce que moi je vous demande. Oui, c'est ce que vous ne regardez plus dans la même je suis en train de vous dire. dites-nous, Quand vous allez-y. ne regardez plus dans la même direction, soyez honnête. Et puis, séparez-vous calmement, sans bagarre. C'est ce que j'essaie de faire. À un moment donné, le PDCI-RDA est allé au Front commun, sans même nous dire au revoir. Sans même nous dire au revoir. Moi, j'ai estimé que, avec tout le respect que je leur dois, parce que je respecte leur choix. C'est comme si nous sommes assis sur un banc, vous êtes assis sur un bout, moi sur un autre, vous vous levez sans me dire. Je peux tomber. Et donc, ça encore, ça allait. Si on utilise la même image que vous venez d'utiliser, vous êtes assis sur un banc, vous vous levez du banc de Cap. Est-ce que Simone Gbagbo s'est levée du banc? Elle est informée. Elle est informée? Ah oui, elle est informée. Elle a acquiescé? Elle a approuvé votre démarche? Non, ce n'était pas une permission que moi je lui ai demandé. Je l'ai informée de la décision de mon parti. Elle s'est quand même prononcée. Je n'ai pas demandé qu'elle se prononce. Moi, je suis venu l'informer de la décision de mon parti. Elle a son parti, j'ai mon parti. D'accord. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Avec tout le respect que je lui dois, avec politesse, mais je crois qu'elle a été informée, mais elle n'est pas surprise parce qu'elle me connaît. Elle savait jusque-là que je n'étais plus loin de la porte de sortie. Vous pensez qu'elle va vous emboîter le pas, elle aussi, en sortant de Capsi? Je ne peux pas parler au nom du MGC. Ce que je sais pour le moment, elle est encore dans la phase de la suspension, puisqu'elle a été la première à suspendre sa participation à Cap Côte d'Ivoire pour aller en campagne. Cela nous permettait de respecter les textes de Cap Côte d'Ivoire, puisqu'on n'a pas créé la coalition pour qu'on parte en élection. Voilà, donc elle a son parti politique qui aura le temps de se réunir, faire le bilan de la présidentielle et puis bon, prendre la décision idoine. Mais pour l'instant, ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples en toute liberté ne fait plus partie de Cap Côte d'Ivoire. Nous avons passé des bons moments. Je salue tous les aînés avec qui on a travaillé. Moi, j'ai beaucoup appris, en bien comme en mal, mais bon, tous les enseignements sont toujours bien dans les coalitions. Et je voulais vraiment leur dire merci ici. Et puis, on pourra certainement, dans la construction de la Côte d'Ivoire, nous retrouver sur d'autres terrains. Alassane Drabo. Bonsoir, Monsieur le Président. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau de la Quotidienne Info. Les objectifs de Cap Côte d'Ivoire, c'était, de façon générale, obtenir un dialogue politique, des réformes électorales avant la présidentielle. Est-ce que ces objectifs, selon vous, ont été atteints? Et qu'est-ce que vous estimez être votre part de responsabilité dans l'échec, s'il y en a eu un? On n'a pas atteint les objectifs. Est-ce que je dois appeler ça un échec? On n'a pas eu les résultats attendus. Et quand c'est comme ça, on essaie de réorienter les choses. La présidentielle est venue s'inviter dans notre cheminement. Et vous savez que la présidentielle, il faut compter avec elle les tensions, les passions, les agendas personnels. Et quand c'est comme ça, il faut essayer de faire marche arrière pour ne pas abîmer, pour ne pas entacher ce qui pourrait être la suite de vos rapports. J'ai fait ce que je pouvais. Je peux dire que j'ai pris ma part d'échec, mais je n'ai pas pu faire ce que je devais faire. Voilà. Et donc, je présente mes excuses aux Ivoiriens. J'aurais voulu leur donner espoir pour qu'à partir de Cap Côte d'Ivoire, on puisse obtenir un dialogue politique pour éviter ce à quoi on a assisté tout récemment, c'est-à-dire les morts, les blessés, les prisonniers. Moi, j'étais pour celui qui était convaincu qu'à partir du dialogue, on ne pourrait pas répéter ce qu'on a vécu en 2011, en 2020. C'est avec beaucoup d'amertume que j'ai assisté à ce qui s'est passé lors de l'élection de 2025. Et on va y revenir certainement dans le courant de cette émission pour faire le bilan avec vous. Quel regard jetez-vous sur justement la tenue de cette élection présidentielle? On doit marquer une pause tout à l'heure avant d'aller à NCI News présenté par Alassane Drabo dans quelques instants. Mais avant, Alamine qui va faire sa mise en bouche avec le président Charles Blé Goudé. Allez-y. Bonsoir, Président. Par rapport à ce que vous venez de dire, le PDCI est parti sans même nous dire au revoir. Donc, pendant la création du CAPSI, vous avez fait un discours où vous dites que ce sont les sons du tam-tam
qui renforce le rang des danseurs. Donc, pour dire que c'est parce que la sauce du Cap-Si est délicieuse que tout le monde vient, sauf le PPACI, parce que c'était le seul parti de gauche qui n'y était pas. Donc, peut-être parce que la sauce du Front commun était délicieuse que le PDCI vous a abandonné pour partir au Front commun. Quelle est votre lecture sur cette question? Et le Cap-Si, il ne faut pas oublier la dimension pacifique, coalition pour une alternance pacifique. Donc, l'alternance politique a certainement échoué. Mais aujourd'hui, après l'élection présidentielle, c'est 11 morts. Est-ce que vous avez pu aussi assurer ce climat pacifique que vous vouliez? Nous avons mené les démarches pour avoir ce climat pacifique. Et je suis de ceux qui sont allés même jusqu'à demander au RHDP qu'on puisse discuter. On me l'a reproché. Pourquoi pas le gouvernement et le RHDP? J'ai répondu, je vois là devant moi le ministre Cissé Bakongo, ministre, mais en même temps, secrétaire exécutif du RHDP. Je vois là devant moi la ministre d'État Andésiré Oloto. Andésiré Oloto et Kandia Kamisoko Kamara. Ce sont les proches collaborateurs du président de la République que je vois là. Je leur dis, pour que votre commission arrive au ciel, je vous recommande de la confier à la fumée. Que ce soit des membres du gouvernement ou des membres du RHDP, je pense que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Et donc, si on discute avec eux, ils pourraient certainement convaincre leur patron, qui est le chef de l'État, pour que ce gouvernement-là puisse nous convoquer pour un dialogue. Ça, c'est ce que moi j'ai voulu. Les premiers contacts ont eu lieu. Après, il y a eu des contestations. Vous savez, moi, je n'aime pas les bruits inutiles. Alors, je ne voulais pas entamer et entacher mes rapports avec les uns et les autres. Ils ne veulent pas, on a tenté. Et puis bon, pendant qu'on était en train de se chamailler, la présidentielle est arrivée, chaque parti est allé vers sa base et puis faire sa campagne. Je pense que c'était une tentative. Ça n'a pas été mauvais d'essayer. Ce qui est important, c'est quel enseignement on en tire. Et puis comment on réajuste les choses. Vous savez, obtenir un dialogue, c'est un processus. C'est une posture. C'est une manière d'être. Parce que celui avec qui tu veux discuter, il faut éviter de le braquer. Absolument. Il faut lui montrer l'intérêt que vous avez en commun de bâtir une nation, en tirant les leçons de votre histoire récente, dont les plaies ne sont pas encore guéries. Et justement, ces leçons, on va y revenir après NCI News présenté par Alassane Drabo. D'abord, on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Produire l'énergie d'une nation forte. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de la Quotidienne Info pour le décryptage de l'actualité nationale, sociopolitique essentiellement, avec comme invité de la Quotidienne Charles Blé-Goudet, président du COJEP. À mes côtés pour cet entretien, Alassane Drabo, journaliste à Lamine Fofana, consultant politiste. Charles Blé-Goudet, dans la première partie de cette émission, avant d'aller aux news, on a parlé évidemment de votre communiqué adressé ce matin à la conférence des présidents de la coalition Cap Côte d'Ivoire. On va à présent faire le bilan de cette présidentielle. Au cœur de cette présidentielle, vous avez le COJEP, j'entends, avait fait un choix, celui de soutenir la candidate du MGC, l'ex-première dame ivoirienne Simone Yves Gbagbo, qui a été créditée de 2,42% des voix au sorti de ce scrutin. Quel bilan faites-vous de ce résultat de l'ex-première dame que vous considérez comme une mère pour vous? Au-delà du bilan la concernant personnellement, il faut faire un bilan global de la présidentielle qui... Non, je voulais commencer par elle et puis arriver sur le bilan global. D'accord, mais tout comme vous, et comme les Ivoiriens, excusez-moi, on constate qu'elle n'a pas été élue. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que ces 2% représentent sa valeur politique en Côte d'Ivoire. Connaissez Simone Gbagbo, il y a eu des zones où il n'y a même pas eu de vote, il y a eu un climat de peur, de tension. Néanmoins, moi, je pense qu'elle a gagné. Elle a gagné quoi? C'est ça la question. Dites-nous. Elle a gagné à démontrer aux Ivoiriens que la voie pour arriver à l'alternance, elle est une et unique. Elle préserve des vies. C'est la voie du vote. Elle a gagné quoi? Elle a gagné la bataille de la détermination. Finalement, c'est elle qu'on voulait faire échouer. Mais elle a transcendé tout cela et elle allait jusqu'au bout de son idéal. C'est-à-dire que les élections aient lieu. Moi, je voudrais ici la féliciter. Les 2%, il y en a qui la moquent. Oui, elle a eu 2%. Je voulais leur dire sur ce plateau. 2% est mieux que 2 morts. Il y en a qui disent qu'elle a été portée par le COJEP. Ça veut dire que ces 2%-là, ça représente aussi la force politique, l'électorat du COJEP sur l'échiquier national. J'imagine que vous avez entendu ces observations. Comment vous réagissez? Bien sûr, Ali. Ce sont les observations qui ont tendance à montrer que le COJEP ne pèse pas lourd. C'est même pas un problème, ça. Est-ce que cela vous affecte? Non.
Au contraire, bien au contraire. Moi, au moins, j'ai réussi à me faire peser. Donc, je connais au moins mon poids. Donc, je peux l'améliorer. Je sais au moins ce que je vaux. Il faut interroger l'histoire du monde pour comprendre ma démarche. François Mitterrand a été candidat pour la première fois en 1965 en France. C'est en 1981 qu'il a remporté les élections. C'était l'un des meilleurs présidents que la France a connu. Je vais aux États-Unis, Abraham Lincoln, l'un des meilleurs présidents, qui a mis fin à la guerre de sécession, 1861-1865. C'est la vérité. Mais Abraham Lincoln a même connu une dépression. Après avoir échoué 2 fois son élection à la Chambre des représentants, 2 fois son élection au Sénat, finalement, en novembre 1860, il est élu président des États-Unis. Une guerre de sécession éclate. Jusqu'aujourd'hui, son nom est écrit en lettres d'or. Tout se fait étape par étape. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ses limites. Oui, avec Simone Gbagbo, nous avons eu 2%, dans des conditions que tout le monde connaît. Mais on va se battre pour l'améliorer. Mais notre victoire ici, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait la liste de là où le sang a coulé, nous ne serons pas écrits. Aucune goutte de sang n'écrit contre nous. Voilà notre victoire. Et je voudrais ici la féliciter et féliciter tous ceux qui l'ont accompagné dans cette aventure. Et justement, parlant de bilan général de cette élection présidentielle, c'est un scrutin qui a quand même été émaillé de violence par endroits. On se souviendra par exemple de cette tentative d'incendie déjouée concernant une installation du site gazier de la société Foxtrot. Ça veut dire que d'un côté, il y avait un peu de violence quand même dans les pratiques de certains. Quel bilan faites-vous, vous, de au sortir de cette présidentielle? Vous avez vu, M. Ali, vous êtes venu m'interroger à La Haye. C'est cela. Je vous ai dit ce que je viendrais faire. Vous vous en souvenez? Absolument. Je viendrais être l'aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré. Un prince, avant de se battre, doit dire pourquoi il se bat. Parce que j'ai tiré les leçons de la crise ivoirienne. On aurait pu ne même pas enregistrer un seul blessé lors de ces élections. Si nous tous, on avait compris que oui, il y a ce qu'on veut obtenir d'un gouvernement. Si on ne l'obtient pas, il y avait près de 8 millions d'inscrits, 8 500 000 d'inscrits sur la liste électorale. C'est de la Souba. Selon la CEI, je ne veux pas discuter tes chiffres, 50% ont voté. Environ 4 millions et quelques. Sur les 4 millions qui ont voté, 3,5 millions ont donné leur voix au président actuel qui a été élu. Faites la soustraction. Si nous nous étions mis ensemble au sein de l'opposition, si on avait pris de la hauteur par rapport à nos problèmes de personnes, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler des morts, on serait en train de dire que nous aussi, nous avons peut-être 49% ou 50%, parce que les 5 millions et quelques qui n'ont pas voté. Parce qu'il faut le dire, le président Ouattara, il a battu campagne. Ah oui, il a mobilisé toutes ses troupes. Moi, je voyais même des gens qu'on transportait, parce qu'ils ne pouvaient pas marcher pour aller faire voter. Ça veut dire que le monsieur, il a pris sa campagne au sérieux. Si de l'autre côté, en face de lui, nous aussi, on avait fait bloc, j'ai été radié. Autour d'un candidat? Autour d'un candidat. On pouvait au moins avoir ce gentleman agreement et puis donner une feuille de route à celui qui allait être élu en notre nom, mettant de côté les problèmes des personnes. Aujourd'hui, on serait en train de discuter la présidentielle. Et je pense que l'issue de cette présidentielle aurait été autre que ce à quoi nous avons assisté. C'est une question dont vous avez discuté au sein de Cap Côte d'Ivoire, qu'on ferait bloc autour d'un candidat à un moment donné de cette présidentielle? Malheureusement, chacun se croyait déjà élu président. Et c'est ce que j'ai appelé les petits agendas personnels, qui nous éloignent de la cause commune. La cause commune, c'est quoi? L'alternance. Comment l'obtenir? Avec le président Gbagbo, avec le président Thiam, avec Guillaume Soro, avec Charles Blé Goudou, Simone Gbagbo ou Don Melo. Si les autres n'ont pas été sur la liste, on le regrette. Mais quelle est notre stratégie? C'est en ce moment que j'avais donné une anecdote que les gens n'ont pas compris, ils étaient fâchés, je leur présente mes excuses ici. Je parlais de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui peut aller jouer. Et Didier Drogba a un carton rouge. On fait quoi? On plie bagage pour revenir à la maison? Ou on regarde sur le banc de touche pour savoir qui peut le remplacer? Parce que l'essentiel, c'est le trophée. C'est un combat que nous menons collectivement. Telle est ma vision, telle est ma démarche. Ça n'a pas eu lieu, on ne va pas ici faire des procès, mais on va essayer de se réorganiser autrement pour 2030 certainement, mais en passant par les législatives. Moi, je pense que je regrette tous les morts qui ont eu lieu. Je pense qu'il faut faire le bilan. 2000, il y a eu des morts à l'élection du président Gbagbo. 2011, il y a eu des morts à l'élection du président Ouattara. 2020,
Là, on a même touché le fond en jouant au ballon avec une tête humaine. Est-ce que la Côte d'Ivoire est maudite? Est-ce que la politique est mauvaise? Qu'est-ce qui arrive à notre pays? Ce sont des questions que, en tant que leader d'opinion, on doit se poser, mettant de côté nos ambitions personnelles. Parce que, Ali, in fine, on se bat pour qui? Pour nous ou pour le peuple de Côte d'Ivoire? Comment on se donne des règles communes qu'on doit respecter? Comment on ne méprise pas l'autre? Comment on n'humilie pas l'autre? Quel enseignement tirons-nous de ce que nous avons vécu? Ceux qui sont morts, ils n'étaient même pas candidats pour être députés. Moi, j'étais à Nayo. Des gens que je vois brûler vifs. On a la possibilité de tourner cette page-là pour écrire une nouvelle page de paix en Côte d'Ivoire. C'est à ça que moi, je veux travailler. Tous ceux qui ont été choqués par mes propos, par ma démarche, qui ne comprennent pas, je leur explique ce soir que j'ai une seule démarche. Rassembler les Ivoiriens de nouveau pour qu'on puisse bâtir ce pays dans le respect de nos différences. Tout le monde ne peut pas être RHDP. Tout le monde ne peut pas être PPACI. Tout le monde ne peut pas être MGC ou COGEP. Tout le monde est Ivoirien d'abord. On peut travailler à ça. Tel est le bilan que je fais de cette élection, sans accuser ça et là. J'ai félicité celui qui a gagné, je l'assume. C'est une élégance. C'est ma culture démocratique. Et puis, parce que le jour où moi je serai élu, je veux bien que mon adversaire me félicite. Très bien. Alamine? En parlant de ça aussi, par rapport à votre ambition présidentielle, comme vous le dites, on se bat pour qui? Pour nous ou pour la Côte d'Ivoire? Donc vous avez dit à plusieurs reprises que vous voulez être président de la République de Côte d'Ivoire et que vous voulez diriger ce pays. Dans le même temps, vous dites que vous ne serez jamais candidat à une élection présidentielle où le président Laurent Gbagbo est candidat. Donc la question que je voudrais poser, est-ce que ce n'est pas un peu égoïste d'hypothéquer le bien-être de l'ensemble des Ivoiriens pour une fidélité ambiguë vis-à-vis d'un Laurent Gbagbo qui aujourd'hui ne prononce même plus votre nom? En quoi vous jugez ma fidélité ambiguë par rapport à Laurent Gbagbo? C'est vous qui posez les questions, mais on discute, on échange. Bien sûr, bien sûr. En quoi elle est ambiguë, cette fidélité? Oui, parce que le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, vous avez dit la dernière fois que ça fait au moins 3 ans, depuis votre retour en Côte d'Ivoire, il ne veut pas vous recevoir, on assiste à des discours interposés, c'est moi qui cuisinais pour lui, le président Laurent Gbagbo dit non, c'est Nadi Bamba qui donnait la popote, c'est un jeune qui cuisinait pour nous lorsqu'il a démissionné, celui que vous savez là a fait l'intérim. Donc on assiste à des discussions interposées où on s'est dit il y a quelqu'un qui affirme une volonté de fidélité et un autre acteur qui ne prononce même plus son nom. Donc c'est vis-à-vis de cet acteur-là que vous ne voulez pas être candidat, s'il est candidat, sachant que vous voulez servir le peuple de Côte d'Ivoire par un programme. D'où la question. Le président Gbagbo a été président à 56 ans. J'en ai 53. Le président Ouattara est... Dans 3 ans, il n'y aura pas de présidentielle. Donc, oui, si vous... j'aurai 58 ans en 2030. Si vous remportez l'élection. Voilà. Non, j'ai dit j'aurai 58 ans. Ah d'accord, très bien. En 2000. En 2030. Donc, en fait, vous dites que vous avez du temps. Moi, j'ai mon temps. Deuxièmement, moi, je suis africain. Sur ce plateau, et Ali Diarra-Souba est là, je dis que je ne veux pas commenter mes rapports avec le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est un père pour moi. C'est moi qui l'ai décidé. Ce nom de mon père s'appelle Blénier-Po Marcel. Mais je dis que le président Gbagbo est mon père. En Afrique, un père peut se permettre tout ce qu'il veut sur son enfant. Même en plein village, en pleine rue, il peut même vous taper. Mais quand il s'agit... Allez-y, allez-y. Vous l'assumez. Mais vous n'avez pas le droit, vous, de même élever le ton sur lui. C'est dans cette démarche africaine que je suis. C'est cette éducation que papa m'a donnée. Et donc, pour le reste, j'ai juré fidélité au président Gbagbo. J'ai traversé les pires moments de ma vie avec lui. En 2002, quand il a fait face à une rébellion, tout près ici à la place de la République, contre tous les avis de ses collaborateurs, j'ai appelé ici à une manifestation. Vous connaissez la suite. Pourquoi contre les avis? Il ne voulait pas du tout. Je peux le dire sur ce plateau. Qui ne voulait pas? Le ministre FPI était contre le rassemblement auquel j'ai appelé à la place de la République en 2002. Il disait que c'était inopportun. Je me suis entêté. Et c'est mon entêtement en 2002 qui a sauvé la République. Deuxièmement, en 2004, quand les chars français ont encerclé la résidence du chef de l'État, vous étiez peut-être trop jeune, mais vous savez de quoi je parle. On disait qu'il faut que les jeunes rentrent à la maison. Contre cet avis, j'ai appelé les Ivoiriens dans la rue. L'armée française a reculé. Ça, c'est ce que moi j'ai fait. Je vous épargne les détails jusqu'à ce que, parmi tous ces collaborateurs, on l'arrête.
On m'arrête, on nous amène nous deux à la Cour pénale internationale. Monsieur Lamine, c'est ça qui est le combat, c'est ça que moi je compte. Les assiettes, les cuillères de la CPI, c'est pas important. Même quand le bonheur du peuple ivoirien en dépend. Le bonheur du peuple ivoirien. On peut le retarder. C'est ce que je suis en train de faire. J'aurais même été candidat aujourd'hui que je n'ai peut-être pas eu de chance de gagner. La preuve, la candidate que j'ai soutenue n'a pas gagné par rapport aux conditions qui ont été créées. Vous voyez, on a tout le temps. Le plus important, ce n'est pas le fauteuil présidentiel. Le plus important, Lamine, c'est l'idéal qu'on porte. Et quand on porte un idéal dans lequel on a confiance, on se donne le temps. On n'est pas pressé. Et moi, je ne suis pas pressé du tout. Parce que j'ai le temps de partager avec les Ivoiriens ma vision. Et puis le temps viendra où, s'ils veulent, ils me confient la gestion de ce pays. Alassane ? Alors, une atmosphère mortifère aurait été créée à la faveur de cette présidentielle-là par certainement le Front commun, avec des discours belliqueux, avec un appel à bloquer tout, d'autres personnes, d'autres figures de la société civile ivoirienne. Et après la proclamation des résultats, dans sa première prise de parole, la candidate que vous soutenez, Dr Simone Yves Gbagbo, donne aussi ces mêmes actions comme étant le résultat ou la cause de ce que nous avons eu comme résultat. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Front commun constitué du PPACI et du PDCI-RDA est à la base de l'échec des candidats de l'opposition à cette présidentielle face à Alassane Ouattara? D'abord, finalement, moi je ne sais plus qui a appelé les jeunes dans la rue. Parce que le président Gbagbo dit qu'il n'appelle personne dans la rue. Le PDCI dit qu'il n'a appelé personne dans la rue. Mais personne ne les a arrêtés pour leur demander de rentrer chez eux. Donc, à l'heure où je suis, dans ce bilan, je ne sais même plus qui est accusé. J'ai vu des têtes qui sont venues appeler, mais en tout cas, les leaders ont dit qu'ils n'auraient pas appelé. On a vu par exemple, pour être un peu plus précis, si vous me permettez, on a vu par exemple une vidéo de Damana Picasse, qui n'est pas n'importe qui au sein du PPACI, qui a fait une vidéo pour demander aux gens de sortir, de prendre d'assaut les rues. Je parle des leaders principaux du Front commun. Laurent Gbagbo est la figure emblématique du Front commun. Tidjane Thiam est l'autre figure avec ses porte-parole. Bon, lui, il aurait dit aussi qu'on a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire depuis Paris. Oui, ça, je pense que vous avez entendu ce que j'ai entendu. Moi, je ne veux pas me comporter en procureur. Ce que je veux dire ici, si les causes de l'échec de la candidate Gbagbo peuvent s'expliquer par cette atmosphère mortifère, oui. Maintenant, est-ce que ceux qui sont à la base de notre échec en tant que tel, je ne suis pas de ceux qui accusent les autres d'être à la base de leur malheur. Moi, je tire les conséquences, les enseignements, et puis je me réorganise. Mais je pense qu'on pouvait faire les choses autrement. Ce à quoi j'appelle, c'est une union dans la franchise, en tirant les leçons de ce que nous avons vécu tout récemment. Parce que finalement, l'adversaire de l'opposition de Côte d'Ivoire, c'est elle-même, l'opposition. Chacun veut gagner, et finalement, personne ne gagne. Nous avons des forces individuelles, dispersées, qui finalement, parce que non unies, deviennent une faiblesse pour nous, face à l'adversaire commun, qui est le régime en place. Très bien. Charles Blegoudé, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo, quoique on est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure. Aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y en a même qui vont plus loin en vous traitant de vendus. Et la pomme de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre du président Laurent Gbagbo, qui est considéré comme votre mentor, la figure titulaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les déboires que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Je vous propose d'écouter. Les gens comprennent ça. J'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit « accompagne-moi pour que je parle à cette dame ». Cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blaise Goudié, Solange. Devant moi, il a dit, tu diras à fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Mais qu'il ne me tienne pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé le document pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI.
Blé Goudé, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Ça là, je le dis. Et j'ai dit à la dame, je suis témoin. Et je me rappelle, c'était mon jour anniversaire, 23 décembre 2015. Charles Blé Goudé, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blé Goudé, que l'on a connu pour le compte et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo, en vienne à refuser d'exécuter qui ressemblait à un ordre de celui qui est considéré comme son père? Comment vous réagissez? C'est peut-être là le nœud du problème. Ali, tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Vous savez, ça fait la 12e fois que dans ma carrière politique, j'ai fait la prison. 11 fois en Côte d'Ivoire, la 12e fois, c'était à la Cour pénale internationale. Les 11 fois, quand nous sortions des prisons, on était unis. J'ai fait la prison avec Guillaume Soro. Tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Charles Blé Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez, et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPACI, M. Kojep. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison Charles Blé Goudé, j'ai cité ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Soul to Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représentait donc à la Le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin oculaire. Qu'il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc, il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je le connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui n'y va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, mais comment? Il dit, petit, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux m'aider? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Je veux dire, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afi Nguessan, dont on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afi Nguessan. Je l'ai au téléphone, heureusement. Je dis, maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre à part?
Elle dit non, elle me le passe. Je dis président Afi. Je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais ce n'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, OK. Comme elle m'a traduit en justice, Là, c'est le président Afi qui parle. Le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à Afi, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti, il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savané, avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Finguessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention, moi je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les emmener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Tipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout leur groupe d'anciens UNG. C'est eux qui, aujourd'hui, sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa est en prison. Kone Boubaka est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Bamba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye, Ali Derasouba, et m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais je dis pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes ou bien on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Moi, et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siriki. Je cite des noms. Je trouve Meïté Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je?
devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011, non? C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le président. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président Gbagbo? Je suis allé rencontrer le pasteur Dion. Il est en vie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher mon père? Je veux parler avec lui. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Ça n'a pas marché. Je me suis rapproché de tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnoa, avec à la tête Boga, Sivori. Ils sont allés rencontrer le président Gbagbo à ma demande. Ils sont revenus, ils m'ont dit, il dit que tu ne lui as rien fait, mais il s'organise pour te recevoir. Je leur ai dit, c'est pas vrai, ça ne sera pas se passer. Parce que le programme d'une dame est en train de se dérouler. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour rencontrer le président Gbagbo. Donc les jeunes gens qui sont instrumentalisés sur les réseaux sociaux, non, mais il n'a jamais demandé, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je ne suis pas leur ennemi. Il y a un complot contre la gauche ivoirienne. L'opposition est aujourd'hui à terre, on ne peut rien faire. Non, quand vous expliquez les choses, il y a peut-être une dent contre vous, mais quand vous parlez de complot contre la gauche ivoirienne, c'est peut-être un peu trop gros. Quand les acteurs, Ali, quand les principaux acteurs ne peuvent même pas s'adresser la parole, des gens qui se réunissaient, qui concevaient, qui ont un parcours commun, qu'ils ont connu dans la douleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Parce que l'autre a peur de m'approcher, parce que s'il m'approche, il ne peut plus avoir accès au président Gbagbo. Il y a un corridor qui a été installé, avec un guichet unique. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas. Demandez-le à eux tous. On se parle souvent en cachette. Voilà l'atmosphère qui a été créée. En conclusion, je lance encore cet appel. Moi, je demande pardon au président Gbagbo si je l'ai choqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je pense que je peux encore lui apporter beaucoup. Mettons-nous au-dessus de tout cela. Il demeure mon père. Très bien. Alors, et sur ça, justement, j'ai deux petites questions. Alors, ce n'est pas Nadi Bamba qu'on a entendu inscrire en faux le fait qu'on ait dit que ce soit Blé Goudé qui lui faisait la cuisine à la haie. C'est le président Gbagbo lui-même qui l'a dit lors d'un meeting où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, Monsieur le Président, si vous me permettez, est-ce que dire tout ceci de celle qui est son épouse aujourd'hui ne va pas enfoncer le clou? Charles Blé Goudé est-il prêt à aller jusqu'au bout? Non. Ce n'est pas une question d'aller jusqu'au bout. Je prends à témoin le journaliste qui est là. Ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire, qu'on m'accuse de tous les maux d'Israël. Je n'ai jamais voulu parler. Mais la rumeur court, elle court, elle court. Le silence est d'or, c'est vrai, mais le silence a souvent des relents de trahison et de complicité. Votre silence peut vous condamner, souvent. C'est pourquoi je veux éclairer en interne des Ivoiriens. Ça veut dire que durant toutes ces années, vous avez souffert? Oui, il y a des souffrances silencieuses qui détruisent plus que les bombes. Je souffre de ma séparation avec le président Gbagbo parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui, parce que moi, j'ai souffert pour mes idées, pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Cour pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. C'était là que ça se jouait, la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de là, parlant de cuisine, vous me voyez, moi, en train de sortir de prison, et je fais le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui suis. Non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne des cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Blé Goudé. Moi, j'essaie de nier pour dire non, c'est pas vrai, parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non, et puis des paroles sortent. Non, c'est pas lui qui cuisinait. J'ai donc obligé de rétablir la vérité, comme je suis en train de le faire ce soir. Et quand c'est lui-même qui parle maintenant? Oui, tout ça, je comprends aussi. Je ne veux pas commenter les propos du président Gbagbo. Je m'interdis ça. J'ai dit qu'il a tous les droits sur moi. Très bien. Je lui donne tous les droits sur moi. Mais les chauffeurs de café à côté, je ne veux pas. Vous savez, quand on a renvoyé ta maman à la maison, pour ceux qui ont grandi dans le cours, la nouvelle épouse qui arrive, son enfant est qui vient là. Il vole même la viande dans la sauce. Ils savent que c'est lui, hein. Mais toi dont la mère est partie, c'est toi qu'on va accuser comme le petit voleur. Et tu en souffres et tu ne peux rien dire. Et papa ne peut rien dire. On a vécu ça, moi j'ai vécu tout ça. Donc je comprends, mais acceptez que je ne commande pas les propos du président Gbagbo. Mais ce conglomérat-là,
Ce conglomérat-là est en train de détruire notre combat. Voilà ce que je dis. Alamine Fofana. Oui, petite précision aussi par rapport à la cuisine. Il faut dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas nié ça. Il a dit non, ce sont des faits qu'on veut comprendre. Oui, il a juste précisé qu'il y a un jeune Congolais du nom de Gervais qui faisait Germain voilà, qui faisait la cuisine. Et après que celui que vous connaissez a pris le relais. Mais moi, c'est beaucoup d'informations choc que vous nous donnez en même temps. Mais on a un peu assisté à un dialogue interposé entre vous et le président Laurent Gbagbo. Par exemple, vous nous dites que votre dernier coup de fil, c'est le 31 mai 2022. Mais là, je ne fais pas d'analyse, je ne fais pas d'interprétation, je prends des propos. Le président Laurent Gbagbo dit il faut que ce gouvernement-là ne soit plus au gouvernement 2025. Charles Blé Goudé dit quand tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Le président Laurent Gbagbo explique qu'il a accepté d'être candidat en 2025 parce que le président Ouattara s'y représentait. Il a clairement dit qu'il veut remettre sa pouvoir qui a gagné en 2010. Charles Blé Goudé dit enlever quelqu'un, ce n'est pas un programme. Charles Blé Goudé dit que comme nous étions en prison, je faisais la cuisine. Ça, on a déjà mentionné. Le président Gbagbo revient là-dessus. Donc, la question est de savoir, est-ce que Charles Blé Goudé est aussi innocent dans cette histoire? Merci, Lamine. Alors, vous avez là juste à poser des propos. Mais est-ce que vous les contextualisez? Est-ce que c'est dès que le président Gbagbo finit de dire « je suis candidat » que je dis enlever quelqu'un n'est pas un projet? Non. Moi, j'étais à un forum d'enseignement, comme vous le faites souvent. C'était sur le leadership. Que j'expliquais aux jeunes, porter un projet, c'est mieux. Enlever quelqu'un, se mettre ensemble pour enlever quelqu'un, un jour son enfant aussi va se mettre à d'autres personnes pour vous enlever. Donc ce n'était pas au lendemain des propos du président Gbagbo. C'était après. Mais nos adversaires ont essayé de vouloir coller ça pour arriver à la conclusion à laquelle vous êtes arrivé aujourd'hui. Ça, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, quand il dit je veux remettre ça parce qu'en 2025, je veux être candidat parce que le président Ouattara est candidat. Moi, je soutenais déjà la candidature de Simone Gbagbo. Pourquoi? Parce que le président Gbagbo n'avait pas son nom sur la liste comme moi. Je cherchais qui de la gauche pouvait porter notre cause. Et je pense que Simone Gbagbo a cette légitimité et pouvait porter notre cause aussi. Ce n'était pas contre le président Gbagbo. Simone Gbagbo n'est pas candidate contre le président Gbagbo. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Je ne veux pas trop entrer dans des histoires de cuisine et autres. Moi, j'ai servi le président Gbagbo comme un fils peut servir son père. Un autre Ivoirien aurait été à ma place en prison, il aurait fait ça. Pour le reste, je pense que ce sont des querelles qui sont créées. Un narratif est créé pour créer une nouvelle histoire. Regardez. Lamine, quel est le parti politique de Laurent Gbagbo? Actuellement, c'est le PPAC. Je veux parler de sa vraie histoire. Le FPI. Bon, le parti historique fondé par Laurent Gbagbo, c'est le L'histoire de FPI. Laurent Gbagbo s'est écrite en Côte d'Ivoire avec le Front populaire ivoirien. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, ce conglomérat va le convaincre pour pouvoir laisser le FPI de côté et puis créer le PPACI. C'est ton histoire, donc là. On ne parle plus du FPI. Aujourd'hui, c'est PPACI. Et pourtant, c'est toute l'histoire de Gbagbo. J'aurais été là que je me serais battu pour ne pas que ce soit ainsi. Donc, selon vous, on vous a écarté parce que vous étiez gênant. Mais c'est pourquoi on m'a éloigné. Vous voyez, cette histoire est partie. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en notre sein. Ça fait honte. Mais moi, je ne vais pas rester longtemps comme ça. Je saurai que faire pour que les choses puissent s'arranger. Oui, Alassane. Moi, j'ai une question, justement. On parle quand même de l'homme, le président Gbagbo. Vous connaissez mieux que moi son parcours et ce qu'il représente. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président Gbagbo est pris en otage? Comme l'avait mentionné Awad Donmelo. Awad Donmelo, contrairement à moi, a eu l'occasion de les fréquenter pendant ces 3 dernières années. Donc, lui, il fait ce constat, qui n'est pas du tout différent de l'analyse que je viens de faire. Voilà. Donc, le président Gbagbo est bien pris en otage. Les gens abusent de lui, les gens utilisent son nom, les gens se cachent derrière son image pour humilier, pour mépriser, pour se faire une place. Les gens n'ont pas un projet pour la Côte d'Ivoire, ils ont des projets personnels. Et je voulais essayer de lancer un appel. Rien ne nous oppose. Mettons-nous ensemble, sauvons notre cause. C'est encore possible. Mais par exemple, quand on sait que Laurent Gbagbo, c'est le seul qui a eu l'audace de se présenter face à un Félix Houphouët-Boigny du haut de sa puissance. Vous parlez de 1990, nous sommes en 2025. Donc aujourd'hui, il est... Beaucoup d'eau a coulé sous le pont, Okay. s'il vous plaît. Nous sommes en 1990, nous sommes en 2025. Gbagbo Laurent a tout donné pour nous tous. Sa vie, sa liberté. Tout le poids qu'il a porté. Les gens l'ont connu dehors. Moi, je l'ai connu et président, et opposant, et prisonnier. Tout ce à quoi vous assistez aujourd'hui, c'est écrit devant moi. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Ce qui se passe est encore plus grave que ce que vous voyez. Je souhaite que la gauche se retrouve pour qu'on puisse parler.
Laissons le problème des querelles. Très bien. Alamine, on va marquer une courte pause et revenir juste après pour poursuivre cet entretien avec le président du COJEP, Charles Blé Goudet. Produire l'énergie d'une nation forte. De retour sur le plateau de la Quotidienne Info pour poursuivre le décryptage de l'actualité avec un invité, pas comme les autres, Charles Blé Goudet, président du COJEP, qui nous a fait des révélations fracassantes ce soir. On ne s'y attendait pas du tout, mais il a décidé aujourd'hui de briser la glace et de se prononcer sur des sujets sur lesquels il était réservé jusqu'ici. Alors, Charles Blé Goudet, vous dites, dans votre développement tout à l'heure, il faut tout mettre en œuvre pour que la gauche se réunisse. Le ciment de la gauche jusque-là a été le président Laurent Gbagbo. Comment vous allez faire, vous qui finalement n'aviez plus accès à lui, pour recoller tous les morceaux de la gauche ivoirienne? C'est vrai que vous avez déjà Simone Gbagbo avec vous, Awad Domelo également, mais tous les autres qui sont dans le camp, par exemple, qui sont restés au PPACI, et d'autres qui vous détestent à la limite parce que ils vous perçoivent depuis quelques années comme le traître, le vendu. Ce sont les termes utilisés. Oui, ça, ce n'est pas un problème. Vous savez, les réactions de l'homme sont fonction des informations que son environnement immédiat lui transmet. Quand, à longueur de journée, vous avez un conglomérat qui vous chante, c'est qu'ils n'ont pas du tout vécu à La Haye. Parce qu'à La Haye, eux, ils venaient à la prison. Moi, j'étais en prison. C'est différent. Et donc, oui, Gbagbo a dit. Gbagbo a dit. C'est ce qui est là. C'est le slogan qui est là. Gbagbo a dit. Gbagbo a dit. Vous voyez tout récemment, quand le président Gbagbo dit, d'ici, après les législatives, je ne parlerai pas en termes de retraite, mais je ne jouerai plus de rôle principal en interne comme dans l'État de Côte d'Ivoire. Le lendemain, la même dame s'est levée pour aller dire à Azopé, non, c'est parce qu'il a dit, il n'a pas dit qu'il parle, tout. Parce qu'ils ont besoin qu'il soit là longtemps sur la scène pour pouvoir se servir de son image pour nous opposer les uns aux autres. Aujourd'hui, je ne peux même pas parler à mes amis. Il y en a même qui se cachent pour venir me voir. Dans le PPACI? Mais bien sûr, mais pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, moi, j'ai mal que mon ami, mon frère, une partie de moi, Damana Picasse, est en prison. Pourquoi? Est-ce que vous estimez que Damana Picasse, par exemple, en faisant la... Boubacar est en prison. D'accord, terminé, je vous repose la question. Boubacar, c'était mon directeur de mémoire, de maîtrise, quand j'étais encore au département d'anglais. Lida Kwasi, c'était mon parrain. Regardez très bien ceux qui sont en prison et regardez ceux qui sont en liberté, qui sont en train d'aller à des élections contre l'avis du président Gbagbo, alors que c'est eux qui ont dit « Où Gbagbo va, je vais ». C'est comme ça qu'ils parlaient, hein? C'est pas du bon français, mais c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est Gbagbo, on connaît. Aujourd'hui, du coup, on ne connaît plus Gbagbo. On connaît qui alors? Quel est l'objectif? C'est de nous écarter tous, nous affaiblir tous. Le président Affi N'Guessan, on l'a reçu récemment. Il est devenu le chouchou. Mais c'est ce que j'ai demandé depuis. Pour que la gauche puisse se retrouver. Mais ça ne nous arrange pas que les anciens compagnons se retrouvent. Parce qu'eux seraient vus comme des parvenus. Quand le président Gbagbo est venu, s'il continuait à fonctionner à le Front populaire ivoirien, eux seraient des parvenus qui n'ont pas les cartes à main. Ils ont créé un nouvel appareil pour qu'on nous éloigne, nous tous. Moi, je n'ai rien fait. Nous sommes dans une sorte de 2 chambres-salon. Chacun est pour le moment dans sa chambre. Moi, je suis convaincu que tôt ou tard, le temps va réunir les conditions pour qu'on se retrouve au salon. On n'a pas le choix. Personne, de son côté, ne peut rien obtenir. On est obligé de se mettre ensemble. Damana Adja Picasse, vous savez, aujourd'hui, il a des déboires avec la justice. Il est en prison suite à une déclaration qu'il a faite justement dans les moments chauds qui ont précédé l'élection présidentielle. Charles Blé Goudet, on vous a connu par le passé également tout feu tout flamme dans des déclarations. Est-ce que vous, à sa place, en tant que vice-président du PPACI, vous auriez fait cette déclaration à la veille de l'élection présidentielle, appelant les jeunes notamment à sortir dans les rues pour paralyser le processus? Ali, vous avez devant vous un ancien prisonnier. Je connais toutes les prisons de Côte d'Ivoire. L'école de police, la DST, le sous-sol de la Sûreté nationale. Je connais tout ça. Je sais ce que peut endurer un prisonnier. Picasse est en prison. Il n'a pas d'arme pour se défendre. On ne juge pas quelqu'un qui est à terre. On ne tire pas sur une ambulance. Tout ce que je peux dire ce soir, c'est de porter mon ami en prière et demander la clémence du chef de l'État pour qu'il puisse sortir de là avec les autres. Ali, notre génération n'est pas faite pour uniquement faire la prison. Pourquoi? Picasse a passé toute sa vie à faire la prison avec moi.
Moi, je me suis dit que le temps était arrivé pour qu'on puisse aussi faire valoir nos idées, notre vision. Mais des gens sont à côté. Je préfère m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je vais me battre pour que les choses rentrent dans l'ordre. Je vais tuer mon ego, je vais me battre pour que les choses rentrent dans l'ordre. Parce que moi, ma place n'est pas ailleurs. Ma place, c'est parmi les probabos. C'est ma famille, je n'ai pas une autre famille. Ça a trop duré, il faut qu'on mette fin à ça. Vous avez donc dû souffrir de tous les stéréotypes qu'on a voulu vous coller. On a dit que vous étiez en deal avec le RHDP, le parti au pouvoir, que vous travailliez donc pour le président Ouattara. Et puis il y a eu justement cet échange avec le secrétaire exécutif du RHDP qui, on ne sait pas pourquoi, mais avait sorti la fameuse expression disant Blé Goudé avec nous comme au figuré. Bon, finalement, il y a eu des clarifications, mais toujours est-il que dans la tête des uns et des autres, il y a eu de la traîtrise. Oui, Ali. Comment briser cette image du jour au lendemain? Je parle devant des jeunes gens qui sortent fraîchement de l'école, donc qui peuvent me corriger, et ceux qui ont fait de la politique et des droits. Un deal est défini comme un contrat. Mais on parlerait de contrats synalagmatiques, où chacun joue son rôle, mais en retour, il en tire des dividendes. Dans ce deal, Ali, c'est quoi, moi, mon profit? C'est qu'on me condamne à 20 ans. C'est que mon compte soit gelé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est que je sois radié de la liste électorale. C'est que le COJEP n'ait pas de récépissé. C'est ça que j'obtiens du pouvoir. Alors, je ne sais pas si les gens ont mis leur cerveau en justement, concernant le COJEP, voyez ce qui se passe. Charles Blé Goudé, concernant le COJEP qui n'a pas de récépissé, justement, il y en a qui disent, mais comment se fait-il qu'un parti qui n'a pas de récépissé, on voit son président exercer, se promener sur l'ensemble du territoire, organiser des conventions à Yamoussoukro? Ils refusent d'étudier, ils ne connaissent pas le droit. En Côte d'Ivoire, quand vous avez porté votre parti, votre groupement sur le fonds baptismaux, c'est-à-dire vous l'avez créé, vous allez vous déclarer au ministère de l'Intérieur. 3 mois après, quand le ministre ne vous a pas signifié de manière expresse, et c'est écrit par la loi, c'est-à-dire il ne vous téléphone même pas, il doit écrire qu'il y a des anomalies dans votre dossier. Quand il ne l'a pas fait, 3 mois après, vous pouvez exercer. Ça, c'est un exercice de fait. Donc, vous allez acquérir la personnalité juridique de fait. Mais ce n'est pas de ça que moi j'ai besoin. La loi de la Côte d'Ivoire permet qu'on me donne un récépissé. C'est de ça que j'attends. C'est de ça que je parle. Alors, quelqu'un qui a tous ces déboires, mais je n'ai pas fini. Nous étions 4 accusés de plans communs par la Cour pénale internationale. Le président Gbagbo, Simon Evi Gbagbo, le général de Goblé et moi-même Charles Blé Goudé. C'est comme ça que le président Gbagbo et moi nous sommes traînés devant la Cour pénale internationale. Au sorti, Simon Gbagbo est amnistié par le pouvoir d'Abidjan. Le président Gbagbo est gracié par le pouvoir d'Abidjan. De Goblé est gracié par le pouvoir d'Abidjan. Charles Blé Goudé, ni gracié, ni amnistié. En quoi je bénéficie davantage du pouvoir d'Abidjan? Est-ce qu'on va arrêter ce narratif de diabolisation qui a commencé comme ce monsieur qui vient de parler vient de le faire? Ce monsieur qui vient de parler, Demba Traoré, il était DG du VITIB à Bassam. Pendant qu'on nous pourchassait, pendant que même le dernier des probabos était pourchassé, lui, il a même eu le temps et la chance de faire une passation de charge au VITIB, de prendre un avion à l'aéroport d'Abidjan et d'aller en exil, d'après lui, aux États-Unis. Quand il revient, il représente le PPACI à la CEI. Il est payé au moins 5 millions de francs CFA. Lui ne sait que bénéficier. Voilà les vrais bénéficiaires du pouvoir d'Abidjan, ce n'est pas moi. Voilà, je peux sortir de là, on peut m'arrêter là tout de suite. Parce que je ne suis ni gracié, ni amnistié. Voilà ce que je vis comme difficulté. Mais je ne suis pas un pleurnichard. Je ne suis pas un vendeur de désespoir. Regardez, même quand j'étais assis sur le banc d'accusés à la Cour pénale internationale, et que je souriais, vous savez qu'on disait, regardez, il est content d'être en prison. Mais depuis quand vous allez voir quelqu'un qui est content d'être en prison? Non, j'ai une formation politique, j'ai un moral d'acier. Je savais que tôt ou tard, j'allais gagner ce procès. Et je l'ai gagné. Il faut qu'on laisse tout ça. Et puis que la gauche prenne de la hauteur. Je viens de montrer du doigt ceux qui sont venus nous infiltrer pour nous dynamiter et pour nous opposer les uns aux autres. Il y a ce qu'on appelle la fabrication de l'ennemi. C'est ce qui se passe en ce moment.
D'accord. Charles Blé Goudet, on a suffisamment parlé de vos déboires avec le PPACI et vous espérez évidemment reconstituer toutes les pièces du puzzle de la gauche ivoirienne. On vous souhaite bonne chance en tout cas. Le PPACI n'est pas mon ennemi. Non, je ne suis ça pas vous l'avez dit. l'ennemi du PPACI. On peut encore se retrouver pour se parler. Très bien. On va parler maintenant des élections législatives. On n'a plus qu'un quart d'heure avant le terme de cette émission. Les élections législatives qui arrivent. Est-ce que le COJEP présente des candidats? La liste est sortie. On n'a vu nulle part des candidatures du COJEP. Pourquoi? Dites-nous. D'abord, notre participation s'explique par une cohérence. Nous avons participé au présidentiel à travers la candidate Simone Gbagbo. Aujourd'hui, nous continuons avec les législatives parce que nous pensons que l'alternance peut s'obtenir par le vote. Même si on n'est pas nombreux à l'Assemblée nationale, Houphouët-Boigny n'a pas eu besoin d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale française pour faire abolir l'esclavage et le travail forcé, j'allais dire. Excusez-moi. Alors, il y a des candidats proches du COJEP, membres du COJEP, mais qui ne peuvent pas se présenter en tant que COJEP. C'est une stratégie par prudence aussi. Je voulais vous le dire tout de suite. Mais des gens qui refusent de vous donner un récépissé, vous n'allez pas aller vous livrer en holocauste. En forçant en tant que COJEP, juste pour faire plaisir, il y a des gens qui vous disent non, mais vous n'assumez pas. Ce n'est pas une question d'assumer, c'est d'avoir le poste. Comment vous faites? Il faut rassembler le plus. Et puis faire en sorte que votre candidature ne soit pas rejetée au motif que vous n'êtes pas légalement constitué. Voilà la raison pour laquelle vous avez des personnalités qui sont proches de moi, qui sont au COJEP, et qui vont en indépendant. Et c'est tant mieux. Très bien. Alassane? Alors, justement, sur ces élections législatives-là, est-ce que vous les considérez comme le véritable test pour jauger l'ancrage et le sérieux de votre parti? Non. Pourquoi? Vous savez, tout se construit dans la durée, dans la durabilité. Aujourd'hui, vous êtes au CP1, vous pouvez avoir de mauvaises notes, et la moyenne, et puis on vous met au CP2, au CE1, au CE2, et puis vers CM1, vous vous améliorez. Je vous ai tout à l'heure cité des exemples d'Abraham Licorne, je vous ai cité des exemples de François Mitterrand. Oui, et justement, moi, je voulais vous citer l'exemple de Diomaye Faye, voilà. qui a eu besoin d'un seul tour. Oui, ça, c'est lui. Tout le monde n'est pas lui. Très bien. Tout le monde n'est pas lui. Chacun, je vous ai cité des figures historiques. Donc, et on n'a pas la même réalité. Et donc, si mes amis qui sont aujourd'hui candidats ne sont pas élus, ce ne sera pas un drame. On va recommencer, et puis un jour, on y arrivera. Le RDR qui est là, n'a pas commencé au sommet de l'État. Hein. Mais le RDR n'existe plus, monsieur le président. RHDP, excusez-moi. C'était le RDR d'abord. Vous Ça. avez vu? Ils ont même fait des métamorphoses jusqu'à arriver là. L'échec est le début de la réussite, pourvu que vous puissiez en tirer les enseignements. Mais je vais me battre pour qu'on ait des élus, parce que nous voulons entrer au Parlement. Voilà. Pourquoi y faire? Pour susciter une loi d'amnistie qui déchargerait son président J'espère que, et je souhaite que le chef de l'État puisse faire en sorte que je sois amnistié avant tout cela. Vraiment, je l'ai plusieurs fois demandé sur votre plateau, je le demande encore ici. Ce n'est pas pour cela. Pour pas... Il y en a qui ont dit, justement, Charles Blé Goudet est devenu docile dans l'espoir qu'on lui accorde une amnistie. Et quand il recouvrira tous ses droits civils et politiques, évidemment, on retrouvera le Charles Blé Goudet d'antan. Général de la rue. Comment? Le général de la rue. Est-ce que vous avez entendu ce commentaire? Oui, et je leur laisse l'entière responsabilité de leurs propos. Et je ne vais pas commenter cela. Vous savez que les gens qui pensent que la vie d'une nation, c'est un jeu. Il y en a qui disent même que tu as changé. Moi, je n'ai pas changé. Vas-y, moi, je n'ai pas changé. Les gens, ils m'écoutaient avec une seule oreille. Je dis que j'étais contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Je l'ai dit en 2000. Mais quand je le disais, ils pensaient que je le disais seulement pour le président Gbagbo. Les mêmes m'ont rejoint aujourd'hui. Je leur dis que la violence, il faut l'extirper de la vie politique. En ce moment, ils me disaient non, mais aujourd'hui, on dit ah, mais Blé Goudet, ouf, mais il a un discours de paix. Mais c'est ça, c'est de ça que je parlais depuis. Donc, l'amour de la Côte d'Ivoire et de la patrie ne se fait pas à géométrie variable, de manière saisonnière. Ce n'est pas un amour météo pour moi. Là où la Côte d'Ivoire est engagée et que sa stabilité est engagée, je me dresse. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, je vais au Parlement avec mes amis. Moi, je ne vais pas y aller, vous avez vu. Mais d'autres nous représentent. Et on va battre campagne pour avoir au moins quelques députés. Et vous pensez que vous avez des chances de remporter ne serait-ce que quelques sièges? On va se battre. On va se battre. Je ne veux pas vendre la peau du loup avant de la voir, mais je veux dire, on va se battre. On va battre campagne. Le lundi 8 décembre prochain est prévue l'investiture du président Ouattara pour ce nouveau mandat.
si Charles Blé Goudé est invité, il y sera? Oui, je suis républicain. Si on m'invite, j'y serai. Je ne vais pas là pour le candidat du RHDP. Le président de la République, il a été élu. Il est le président de tous les Ivoiriens. Et nous tous, on est d'accord aujourd'hui. Parce que même ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne disent pas on n'est pas d'accord avec le premier mandat. Ils disent reporter les législatives. Et puis, si vous les reportez, on va y participer. Donc finalement, on est d'accord. Parce que même après les législatives, Ali, organisées sous le 4e mandat, il aura les municipales, il aura les régionales. Moi, je suis assis et j'observe tout ça pour voir ce qui va se passer. Pour moi, un chef d'État, il est au-dessus de tout. Puisque je cours pour pouvoir un jour occuper ce fauteuil. C'est pourquoi je respecte la personnalité et le titre. C'est très important. Il faut cette éducation politique et citoyenne au sein de nos populations pour ne pas radicaliser les jeunes Ivoiriens pour rien. Et moi, je travaille à cela. Et au mois de janvier, j'ai une vaste campagne d'éducation politique que je vais entreprendre à travers tout le pays. C'est notre devoir. Il ne s'agit pas seulement de se faire applaudir dans les stades. Il faut former le citoyen à ses droits, à ses devoirs aussi, à l'amener à respecter tout ce qui est armoirie de notre nation. Cela est important. Vous pouvez aller former des gens à l'école, leur donner toutes les compétences. Mais c'est sous-tendu par quel idéal, par quelle vision. Un jeune Chinois, partout où il est, il se considère en mission pour sa nation. Un jeune Français, qu'il soit journaliste ou quoi qu'il soit, il est en mission pour la France. Est-ce que les Ivoiriens, nous nous considérons comme tels? Nous n'avons qu'une seule patrie. Et c'est pour ça que je me bats. Alamine Fofana? Quels sont vos rapports aujourd'hui avec M. Soro Guillaume dans toute cette situation? Le président Guillaume Soro est malheureusement en exil. Et ce n'est pas une vie facile. Et puis, c'est un exil qui est là. Et puis, c'est une vie de clandestinité aussi. Quand quelqu'un est en clandestinité, il faut éviter d'avoir des contacts. Le jour où on l'arrête, on vous accuse. Moi, je plaide toujours pour que le président Ouattara puisse lever le pied, pour que Guillaume Soro puisse un jour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est quand on est au complet qu'on peut se réconcilier. La candidate que vous avez soutenue, Simone Veil Gbagbo, dans l'émission Face aux électeurs, justement, durant cette présidentielle, a été particulièrement, n'a pas été tendre vis-à-vis de Guillaume Soro. Est-ce que finalement... Elle a dit quoi? Mot pour mot, je ne saurais vous le dire, au risque d'écorcher sa pensée, mais elle disait en substance qu'il devra justement rendre des comptes. Elle n'a pas dit que ça. Elle a dit, si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, qu'il se met dans une posture de quelqu'un qui veut demander pardon aux Ivoiriens, je suis prête à lui attraper la main pour faire le tour de la Côte d'Ivoire avec lui. Simone Gbagbo l'a dit, c'est une femme de pardon. Et c'est cela qu'elle a dit. En retour, elle a dit, mais s'il est dans une posture guerrière, vraiment, il devra rendre des comptes. Voilà ce qu'elle a dit. Et moi, je voudrais appuyer ici ses propos. Moi-même, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai demandé pardon aux Ivoiriens. Et je n'ai pas que demandé pardon à la télé, je suis allé vers eux pour parler avec eux. C'est cela qui est important. Winnie Mandela, bien qu'elle ait été victime de l'apartheid, quand la commission Vérité et Réconciliation conduite par Desmond Tutu est allée vers elle, elle a demandé pardon. Ça ne lui a pas enlevé son nom, Winnie Mandela. Nelson Mandela lui-même, dans son livre, Long Walk, un long chemin vers la liberté. De Freedom, un long chemin vers la liberté, c'est la traduction qui me posait un peu problème. Je suis en train de lire ça en ce moment en anglais. Très bien. Donc, j'avais un problème. Mais il y a le paragraphe, pardon, le chapitre, parler avec l'ennemi. C'est en prison que Mandela apprend la langue de ses bourreaux pour parler avec eux. Il va vers Peter Botha, avec qui il prend langue, qui par la suite décède. Et il craignait que le président avec qui il était en train de construire la paix décède. Mais au moment où il parle avec lui, il est prisonnier. Et puis Frédéric de Klerk prend le relais. Les deux signent un accord, Mandela sort des prisons. Vous savez, le prix Nobel de paix est donné et à Frédéric de Klerk et à Mandela. Absolument. Deux adversaires, deux ennemis qui ont construit le pays ensemble. Est-ce que cela n'est pas possible en Côte d'Ivoire? Je travaille à cela. Mais à qui Guillaume Kigbafori Soro doit-il demander pardon et pourquoi? Je ne veux pas commenter tout cela. Très bien. Et ce que je cherche aujourd'hui, c'est que les enfants de la Côte d'Ivoire qui hier se sont fait la guerre, se retrouvent, se pardonnent les uns les autres pour pouvoir tourner la page de cette page, je l'ai dit, qui est faite de sang, de douleur, de haine, de détestation. Il faut laisser tout ça. Qui est fait de rejet de l'autre, parce qu'à l'approche de l'élection présidentielle, justement,
tous les débats, ce que certains ont appelé les vieux démons, qu'on pensait avoir été oubliés, ont ressurgi. Des sujets concernant les nationalités, la catégorisation des uns et des autres. Et on estime que justement, ces vieux démons ne sont finalement pas morts. Mais quel est le rôle d'un Charles Blé Goudé qui veut appeler à la paix dans ce contexte-là? Vous avez parlé tout à l'heure de radicalisation d'une partie des jeunes. Parce qu'après, quand vous radicalisez une base, vous devenez l'otage de cette base. Mandela radicalise sa base avant qu'il ne soit arrêté en 1963-1964. Ces jeunes gens qu'il a laissés derrière lui et que lui, en prison, change maintenant de posture, il lui fallait les amener à son niveau de compréhension et à sa nouvelle ligne. Il les a affrontés. J'ai envie de dire qu'on a connu un Charles Blé Goudé à une certaine époque qui était radical. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme l'or qui a besoin du feu pour ressortir de sa meilleure version. Il y a la lecture. Il y a peut-être la prison. Il y a la prison. Et il y a cette enquête que je suis allé faire en Afrique du Sud, où je voulais comprendre la vie de Mandela. Quelqu'un qui a dit dehors, quand il rentre en prison, on ne discute pas avec un prisonnier. Finalement, pas à pas, il a réussi à prendre langue avec ses adversaires pour construire une Afrique du Sud mosaïque. Là où ces anciens gardes de corps voulaient chasser les gardes de corps de celui qui venait de remplacer, il a dit non. Je ne me suis pas battu pour que les Noirs dominent les Blancs, mais pour que Blancs et Noirs vivent ensemble dans ce pays qu'on appelle l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un grand pays. C'est des grands hommes qui construisent les grandes nations. Cela est encore possible en Côte d'Ivoire. Ali, c'est à ça que je veux travailler. Et je veux travailler à cela, pas avec des casquettes politiques, avec l'ensemble des Ivoiriens. Ce qui s'est passé tout récemment à la présidentielle, ça faisait peur. J'ai vu des jeunes gens qui hier mangeaient le garban ensemble, en train de se poursuivre dans une rue. Non. Il faut aller vers eux pour parler avec eux. Cela est possible. Est-ce qu'il s'est passé à Nayo, pour vous, c'est caractéristique de cette radicalisation? Oui, Nayo, vous savez, j'y suis allé 2 fois. D'abord, la première fois pour un compati, et puis la deuxième fois, il organisait une veillée. Il passait une nuit avec ceux qui fuyaient pour essayer de les encourager à revenir dans leur maison. Mais je les ai aussi écoutés. C'était aussi une mission d'écoute. C'est des gens qui ont grandi ensemble. Il y en a qui sont nés là, et du jour au lendemain, les voici avec des fusils. À Nayo, première remarque, ce n'est pas un camp militaire. C'est un civil qui avait les fusils. Ils les ont enlevés où? Pourquoi? Les civils ont des fusils. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé pour que des amis hier, qui fréquentaient le même marché, qui jouaient ensemble, du coup, se regardent en chien de faïence et se tuent même? Nayo est symptomatique de ce qui attend la Côte d'Ivoire. Il faut prendre le taureau par les cornes, au-delà de nos ambitions personnelles, pour réellement penser la plaie. Cela ne peut se faire que si les leaders s'asseyent pour se parler et aller ensemble. Moi, je vois un Laurent Gbagbo, un président Alassane Ouattara, un Charles Blé Goudé, un Tidiane Thiam, un Guillaume Soro, tous ensemble, dans le même stade, en train d'aller parler aux Ivoiriens au même moment, dans le même lieu. C'est cela. Parce que ça ne sert à rien de tenir des discours à la télé et puis après on fait le contraire sur le terrain. Voilà mon problème. Très bien, nous sommes au terme de cette émission, mais rapidement, allez-y. Alors, je m'en voudrais de ne pas poser cette question. Charles Blé Goudé, ceux qui sont nés en 2000 ne vous ont pas vraiment connu. Ils ont eu des propos rapportés. Et beaucoup aussi parmi ceux, par la grâce de Dieu, qui vous ont suivi dans votre combat, n'ont pas compris ce que vous avez compris aujourd'hui pour tenir ce discours très apaisant, réconciliateur. À ceux-là, qu'est-ce que vous dites? Alamine, votre dernière question et Charles Blé Goudé va répondre à vos deux questions. Oui, c'est par rapport au complot qui sévit dans la gauche. Est-ce que, quand vous venez en Côte d'Ivoire, vous dites que qu'est-ce qu'on est prêt à renoncer pour la Côte d'Ivoire? Donc vous estimez que la maison est mélangée. Est-ce que vous concevez qu'il est mieux de laisser le RHDP diriger le temps que vous alliez vous entendre en interne? Parce que c'est la vie des Ivoiriens aussi qui est en question tous les jours dans de nombreux domaines d'activité. Ce que je dois faire, c'est d'utiliser tous les canaux qui peuvent se présenter à moi, des personnalités qui sont proches du président Gbagbo, pour qu'ils puissent apaiser la colère qu'il pourrait avoir contre moi, pour que je puisse au moins parler avec lui. À partir de là, je pense qu'on pourrait entamer une autre phase. Donc, il faut renoncer à son ego. Il ne faut pas chercher à avoir raison d'un père. C'est ce que je vais faire en ressortir d'ici, et je continue toujours de le faire. Il peut être endurci, mais le temps va peut-être m'aider à atteindre cet objectif. Aux Ivoiriens, ce que je voulais dire, par rapport à ce que vous avez dit, il faut un narratif national.
qu'on n'a pas. Étudier notre histoire. Des moments de transmission. Quand les gens fêtent en France le 14 juillet, ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent à gaspiller. Parce qu'ils veulent dire à la nouvelle génération d'où ils sont partis et où ils sont arrivés. Il faut enseigner notre histoire, aussi douloureuse qu'elle soit, aux nouvelles générations. Et quand on leur enseigne cette histoire douloureuse, l'objectif, c'est de les amener à ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs aînés. On peut reconstruire la Côte d'Ivoire ensemble. Et puis, il faut être tolérant. L'autre peut ne pas avoir le même point de vue que vous. Vous n'avez pas le droit de faire son bûcher. Il faut qu'on apprenne les uns et les autres à vivre dans la contradiction. Parce que la vérité est mère des contradictions. C'est ce que je voulais dire ce soir. Merci beaucoup d'être venu répondre à l'invitation de la Quotidienne Info. Merci au président du COJEP, Charles Blé Goudet. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à Lamine Fofana, Alassane Rabo. Vous serez là demain pour la Quotidienne Info, le deuxième numéro de la semaine. Merci à vous, chers téléspectateurs. J'ai failli dire internautes, mais un problème technique est survenu dans nos différents canaux digitaux. Mais l'émission sera mise en ligne les minutes qui suivent. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour un autre numéro de la Quotidienne Info, toujours au cœur de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Être aussi. Produire l'énergie d'une nation forte.